de venir ici parler de la danse. Je vais faire une présentation, me présenter succinctement. Et je commence tout le temps de la même façon. Il y en a qui doivent bien se douter de ce que je vais dire. Je suis vantais d'origine, je le revendique très haut et très fort. Je crois que c'est très important, c'est une des choses les plus importantes peut-être dans le domaine culturel, qu'il soit danse, musique, chant, architecture, gastronomie, tout ce qui compose la langue, bien évidemment, la langue périsonaire, et donc tout ce qui comporte notre culture en Bretagne. Donc je crois qu'il est très important d'être attaché à ses racines, les premières notamment. Et moi j'ai vécu un peu plus de 30 ans donc, à Vannes, en bordure du golfe du Morbihan. Et mes racines ne se couperont jamais, je le sais, parce que c'est là que j'ai eu les premiers sentiments, c'est là que j'ai découvert cette culture-là, à la fois un petit peu par hasard, puis très vite aussi par intérêt. Et avant de commencer, je vous dirais que si je suis là aujourd'hui pour parler de la danse bretonne, c'est qu'en 1975-76, sur ces 2 années, j'ai eu, parce que c'est toujours une chance, parce qu'on n'arrive pas comme ça tout seul à découvrir les merveilles de la vie, de la culture en Bretagne, grâce forcément à des gens, mais j'ai eu la chance de découvrir quasiment en concomitant, je dirais, la grande circonstance populaire qu'on appelle le Fest-Noz, les premiers Fest-Noz, découvrir Alan Stivell, qui commençait donc à révolutionner notre musique et puis à la faire évoluer. J'ai découvert un ouvrage dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est forcément notre Bible, la mienne toujours, tellement je ne l'ai pas connue, le livre du grand chercheur ethnomusicologue Jean-Michel Richet. Et j'ai découvert aussi des grands amis, qui sont toujours des amis au Cercle Celtique de Vannes, et qui m'ont incité à commencer à danser, à pratiquer. Et puis, ces 4 éléments réunis, là, pour moi, ça a été un tremplin. Et puis, le jour où j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté. Et puis, Dieu merci, je ne suis pas prêt non plus, j'espère. Voilà, donc comment je suis un petit peu parvenu à ce domaine culturel au niveau de la danse. Donc, pendant 10 années, en Pays de Vannetais, j'ai pratiqué, et puis je me suis intéressé au contexte social et culturel de la danse. Pendant 10 années, en tant que bénévole, j'avais un métier, j'étais dessinateur. Et c'est trouvé que les premiers licenciements économiques arrivaient, c'est pas d'aujourd'hui non plus, et puis que dans une très 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 courte période où je n'avais plus de travail, mais ça a été très court, le conseil général, à l'époque départemental maintenant, et en la personne de Jean-Yves Cauzan, qu'on a tous bien connu, n'est-ce pas dit, a souhaité mettre en place des postes de formateurs et en musique traditionnelle et en danse traditionnelle. Donc des gens connus sur le Puy de Quimper, comme Erwan Gropars, qui nous a quittés trop tôt, Jean-Yves Verlédan, Jean-Pierre Abnenikine à Quimper, ont été les premiers animateurs en musique. Moi j'ai suivi 2 ans après, en 1985, j'ai été embauché par la fédération, qui n'était pas encore fédération, mais simplement section départementale, c'est comme ça qu'on l'a nommé, au niveau de Varleur-Pénarpé, et qui est devenue fédération en m'embauchant à Quimper, et puis voilà. Et donc j'ai commencé en 85, j'ai été jusqu'au bout, j'ai arrêté en 2015, je suis 2014, pardon, voilà, j'ai pris ma retraite. Et depuis 5 ans, je continue effectivement, bénévolement, aller à gauche, à droite, porter la bonne parole si c'est une bonne parole, j'espère, autant auprès des danseurs que des musiciens, parce que je considère que la culture bretonne est un tout. J'aime pas trop, je trouve qu'il y a peut-être de temps à autre autres gens qui ont tendance à segmenter un peu les choses. C'est-à-dire, toi tu es un linguiste, toi tu es un musicien, toi tu es un danseur, toi tu es autre chose. Et en fait, la culture bretonne, c'est vraiment un pochon, comme on dit chez nous en Bretagne, où tous ces éléments-là sont mis ensemble. Et puis, c'est absolument pas antinomique de chanter et de danser, ou de chanter et de faire la musique, ou de faire la musique et parler breton, et voilà, ou s'intéresser au costume. Donc, on est un bon nombre en Bretagne, je pense d'ailleurs, avec un peu polyvalent. Alors, certes, avec des coups de projecteur sur un élément particulier, moi, c'est la danse, mais ce qui ne nous empêche pas de pouvoir aborder avec beaucoup d'intérêt, d'autres éléments de la culture bretonne. Voilà, j'en terminerai là pour ma présentation. De toute façon, dans la dernière petite demi-heure, vous aurez aussi la parole pour questionner, demander, intervenir, si des choses vous semblent floues, ou vous n'êtes pas d'accord, parce que alimenter le débat, c'est chose bien aussi. Et donc, comme David l'a rappelé tout à l'heure, je vais commencer par faire un petit topo historique, si
tant est qu'on sache des choses historiquement sur ce qui s'est passé dans le siècle passé et la manière dont la danse est devenue bretonne. Ça veut dire puisqu'elle est devenue bretonne à un moment donné. On pourrait dire, et souvent on en parle au niveau de la musique, le chant c'est un peu différent, mais la musique, la danse, les guises, les modes vestimentaires ont un peu le même parcours, à savoir que c'est surtout après la Révolution française qu'on a commencé à avoir des renseignements valables et que, comme on a pu avoir quelques écrits, la danse c'est un peu plus tard, la musique c'est un peu plus tôt, et donc avec ces écrits ou ces briques de renseignements au départ, on a pu savoir comment la danse évoluait et que la danse devenait bretonne. Ça veut dire si la danse devenait bretonne, c'est qu'on avait des manières techniques et stylistiques de s'en emparer et de la pratiquer en Bretagne qui n'existaient pas ou plus dans d'autres régions en France. Ça veut dire qu'elle avait désormais un petit peu comme un sceau, une étiquette, et qu'on pouvait parler désormais de danse bretonne. Alors, si on se réfère le peu de renseignements qu'on a sur les siècles un petit peu avant, la danse, en fait, elle peut être régionale, et elle l'est sûrement d'ailleurs, mais on ne sait pas ce qui se passe dans les régions, puisqu'il n'y a pas assez de gens qui notent, parce que c'est la notation, les traces écrites qui sont importantes. Et donc, dans les siècles passés, avant la Révolution française, on ne sait absolument pas ce qui se passe en Bretagne. De temps en temps, on trouve des briques de renseignements. Je pense tout de suite à un écrit que Madame de Sévigné, c'est pas d'aujourd'hui, avait laissé en écrivant une amie en disant qu'elle avait rencontré deux marquis qui s'appelaient les marquis de Coatguélon et de Locmaria. Donc Locmaria, ça nous parle un peu, on sait qu'ils sont chez nous quand même. Et c'était en fait lors d'un concours régional, il y avait déjà des concours de danse, un concours régional qui s'était passé dans le sud de la France, où elle avait trouvé que les Bretons excellaient en dansant le passe-pied breton. Et après, au fil des décennies comme ça, on a retrouvé souvent dans l'histoire ce nom-là, passe-pied, et il est toujours accompagné de l'adjectif breton. Donc si c'est un passe-pied breton, on est quasiment sûr qu'il ne se pratique pas autre part qu'en Bretagne, il n'y a pas de passe-pied alsacien à cette époque-là, après la Révolution française, ou déjà avant. Mais voilà, donc mis à part le passe-pied, il y a forcément des danses qu'on pratique en Bretagne, mais au départ, elles ne sont pas nécessairement de Bretagne et bretonnes. Et pour ça, je vais tout de suite vous parler de la grande famille des branles. Les branles qui sont même pas des danses en France ou de France, mais des danses européennes. Dans toute l'Europe, on danse alors après. Les branles se déclinent en des sous-familles, les branles doux, les branles simples, les branles coupées, branles de Poitou, branles de Bourgogne, j'en passe, c'est des meilleurs, comme on dit, parce qu'on danse le branle différemment, forcément, mais partout en Europe. Donc il n'y a pas forcément des danses qui sont attestées de région. Et pourtant, dans les régions, on danse. Il y avait un renseignement qui avait été noté comme ça autour de 1500, quelqu'un qui était passé en Bretagne, on n'a pas son nom, hélas, et qui était passé sous les Halles à Auray, et qui avait vu des centaines de gens qui dansaient. Et il aurait pu, forcément, dire, la ronde est fermée, les gens sont habillés un petit peu comme ça, comment ils arrivent là-dedans? Nullement, on ne sait rien de ça. La seule chose que cette personne a dit, c'est que les Bretons dansent en poussant des cris de sauvages. Et voilà. C'est aussi l'époque où, quand on parle de la Bretagne et des Bretons, on dit que ce sont des galeux, des pouilleux, des moqueriens. On a quand même reçu pas mal de coups de pain-bas sur la tête. Et si je peux vous donner un exemple, sous Louis XIV avait envoyé son ministre des Finances qui s'appelait Babin récolter la gabelle, l'impôt sur le sel, dans toutes les régions de France. Et quand il est revenu, il faisait son rapport dans Louis XIV, et en rentrant, il a dit textuellement à Louis XIV, au-delà de ces évêchés, quand il parle de ces évêchés, c'est la grosse frontière qui était par là, beaucoup plus vers l'est avant, mais qu'on a ciblé aux alentours de la guerre de 1945, qui s'est figée, et qui va en gros de Saint-Brieuc à Vannes. Donc de l'autre côté, c'est des gens qui parlent du breton, et du côté ouest, ce sont des Bretons. Et donc, Babin dit à Louis XIV, textuellement, au-delà de la barbarie, au-delà de ces évêchés, la barbarie a élevé son trône. Voilà comment le ministre a perçu les Bretons en venant en Basse-Bretagne. C'est pour vous dire l'image quand même qu'on se fait, et cette image, vous le savez certains, nous colle à la peau et est restée pendant bien longtemps. Il s'avère que depuis quelques décennies, la Bretagne est souvent en pointe, que ce soit dans l'industrie, des économies très modernes.
Et en ayant tout ça, en ayant gardé sa culture très forte, on se bat pour la langue, il faudra qu'on continue à se battre, parce que là on n'a pas encore gagné, mais ceci dit, au niveau culturel, on a d'autres éléments qui peuvent, moi je suis assez un optimiste de nature, et je suis un peu optimiste quand même par rapport à ça, en disant que les autres éléments culturels peut-être arriveront à maintenir la langue et du coup à la pousser et à l'aider à acquérir ses lettres de noblesse définitive. Hein. Les Bretons ici, donc ils doivent nous comprendre. Donc voilà. Donc depuis longtemps, donc voilà comment on considère la Bretagne. Je reviens à l'histoire de la danse. Donc on danse partout en Europe des grands. Et puis au fil des décennies, mais ça malheureusement, on ne sait pas de quelle manière, ça c'est dramatique, mais c'est trop tard. Donc au fil des décennies, la danse est devenue, la danse européenne, française, est devenue régionale. Et les familles sous familles sont devenues des danses régionales. Alors qu'est-ce que ça veut dire une danse régionale? Ça veut dire effectivement une danse qu'on danse dans une région. Mais qui la pratique? Est-ce que c'est les couches supérieures, l'aristocratie, la noblesse, ou est-ce que c'est la bourgeoisie, ou est-ce que c'est est-ce que ce sont les gens du peuple? Donc ça, on ne sait pas trop. Voilà, les chercheurs en danse, notamment la fille de Jean-Michel Bitcher, que je connais très bien, Meg Gravia, pense que dans les couches supérieures en Bretagne, on dansait aussi. Mais on ne sait pas trop ce qu'on dansait. Donc, ce qu'on sait, c'est que les paysans, depuis la nuit des temps, dansent. Jean-Michel Bitcher a fait suffisamment d'études, et il n'a jamais, au moins en France, mais il s'est intéressé au répertoire européen aussi, il n'a jamais rencontré un peuple, comment on pourrait dire, aussi imprégné de cette danse collective. Jamais. Il dit la danse en Bretagne, alors il a dit souvent, c'est un état. Maintenant, c'est devenu une expression à l'heure actuelle. Alors on pourrait dire que quand ça nous habite très fortement, c'est encore le cas, heureusement, de temps en temps, on peut dire que pour nous aussi c'est un état. Mais ça devient une expression quand on propose ça à des gens qui, eux, ne dansent pas et qui sont uniquement spectateurs. Donc du coup, pour nous, c'est une expression à ce moment-là qu'on propose. Mais voilà, il y a presque un siècle, plus d'un siècle, peu importe, la danse est vraiment un état. Mais alors ça veut dire, quand on parle d'un état, c'est qu'il n'y a pas de conscientisation de ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que maintenant, quand il y a des événements, on fait des réunions avant et souvent on fait des réunions après pour savoir si ça s'est bien passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va modifier. Hein, dans tous les événements, concours, prestations scéniques, enfin voilà. Autrefois, c'est absolument pas ça. Imaginez des paysans, comme Maria Bérien, qui le lendemain matin auraient fait, en buvant leur café chaud, qui seraient réunis et dire mais Gast, comme on dit, Gast, on a dansé toute la nuit alors qu'on était rompus le soir tellement on avait travaillé. Mais pourquoi non on a fait ça? Et bien voilà, c'est pas conscientisé, ils se posent pas la question. Et puis en plus, ils se la posaient, comme ils se sentent encore plus défatigués, hein, dans le 10 comme on dit, le matin, ils sont plus défatigués qu'à la fin de la journée de travail, alors qu'ils ont dansé après la journée. Et voilà, c'est un état fait, et les Bretons ont tout le temps ont eu la danse chevillée au corps, si je puis dire. Donc, depuis tout le temps, en Bretagne. Donc, on va basculer sur une danse régionale. Et je vais aller très vite parce qu'on a tellement peu de renseignements durant des siècles que ce qu'on appelle avant branle-double va devenir une famille en Bretagne où on va découvrir déjà une danse un peu archaïque chez nous, qui vient de nos pays, du Piventais, du Bon-Ouénet, qui s'appelle Endro. Hein, en Piventais on dit Endro, ici on dit Andro, mais peu importe. Il va y avoir une autre danse qui a un passé très archaïque qui s'appelle l'anterdro. Anterdance, on disait aussi, demi-tour. Il y a plusieurs expressions. Et donc cette danse vient des branches simples de la Renaissance. Donc c'est très loin au niveau de la filiation. On va trouver des branles coupées. Le branle coupé à la Renaissance, c'est un mixte entre le branle double et le branle simple. Et on va trouver des siècles après, Endro, Anterdro, où on a une appellation particulière en Valtais, on dit tricote, et on trouve ce terme-là dans la Renaissance, tricotin, tricotine. Donc il y a quand même forcément des choses en commun. On va trouver, comment dirait un nouveau mot en Valtais, kéjage. Les gens disaient quelquefois, mais kéjage c'est plutôt un mélange, un mauvais mélange, quoi, notamment pour la cuisine, quoi.
donc tricotent. Donc ces danses-là, après, vont aussi se multiplier. Ça veut dire qu'en Basse-Bretagne, Endro, ça va faire des sous-familles, c'est-à-dire le pilet menu, ça va faire la danse round en pays pagan, une danse à 3 pas, la ronde à 3 pas tout au bord des côtes, le pilet menu, le rond de Saint-Vincent ou le rond palulier qui viennent de cette famille-là aussi, cette famille-là. L'anterdro, petit à petit, va donner les ridés, ce qu'on appelle les ridés, ou danse à la ridaine, comme on disait autrefois, c'est les mouvements de bras qu'on ajoute sur une danse qui s'appelle l'anterdro. Et vont apparaître à la fin là, du 19e, les ridés. Ridés, on dit maintenant ridés 6 ans, ça n'a pas trop de sens, mais ils appellent comme ça, pour les différencier des ridés 8 ans. Avant, on disait une ridée, une danse à 2 coups, une danse à 3 coups. On parlait des mouvements de bras qui allaient vers le centre de l'arme. Vous voyez, des d'autres appellations, et sans doute des termes en breton, bien avant d'ailleurs de dire ça en français. Donc voilà, il y a un moment donné où la danse devient bretonne. Alors, là, on a parlé des danses importantes, des branles, et on va parler maintenant d'une danse, puisque je vais beaucoup parler de la gavotte forcément, parce que je vais parler de la danse en basse et en cornouaille après. Et donc, une danse qu'on appelle à présent la gavotte. Le terme est récent. Dans les années 50, un grand référent, chanteur, danseur, qui a participé pendant longtemps au Fil de Corneille, s'appelle Loïs Ropax, que qui a bien connu. Loïs Ropax disait jamais d'abord, il parlait longtemps, puis il ne disait pas gavotte, il disait danse-tro. Alors on trouve d'autres termes à l'époque, je les ai notés là. Danse-tro ou danse-adro, on disait aussi redandro, danse-ir. Alors danse-ir, c'est apparu un petit peu après, quand les rondes se sont ouvertes, avec la danse en chaîne avec un meneur, c'est plus tard. La danse Heda, danse à ruse, alors là c'est une appellation stylistique pour dire qu'on danse au ras du sol. Danse Kernée, ben voilà, là c'est la danse qui est en cornouaille, en comparaison avec la danse qui peut être trigoroise ou du léon. Fest danse, tout simplement. Abaden danse, Drofest, Droyak danse, donc voilà une multitude d'appellations, suivant d'ailleurs la région où on est. Parce que les appellations en langue bretonne sont multiples, diverses et multiples, donc suivant où on est. Et puis à la fin du 19e, alors on n'a pas la preuve irréfutable, et il n'y a pas beaucoup de renseignements là-dessus, mais semble-t-il, l'appellation gavotte viendrait de bourgeois, qui à la fin du 19e ont été un jour dans des noces à la campagne, des lieux qu'ils n'avaient jamais visités, et en voyant les gens danser, certains bourgeois érudits qui avaient lu et qui avaient vu dans certains ouvrages historiques parler de la gavotte sous Louis XIV et Louis XV, avaient vu ce terme gavotte. Et pour eux, n'importe quelle danse qui se serait faite, c'était la gavotte. Et le terme, il s'est fixé et il est resté. Et le terme danse-tro a été encore beaucoup employé dans la première moitié du XXe siècle. Et puis après, le terme gavotte a remplacé ce terme danse-tro. Alors, on l'emploie dans les présentations de temps en temps. Moi, je l'emploie très fréquemment. Notamment, je dis rarement danse-pline, je dis danse-tro-pline. Parce que ça renseigne sur la forme de la danse. Je reviendrai sur les formes tout à l'heure et la forme de la danse. Et la cohésion sociale à la campagne, c'était pas un vain mot. Donc la danse-tro, c'est important. Alors la danse-tro, c'est un terme qu'on employait, ceci dit, beaucoup plus en Haute-Cornouaille, je vous montrerai l'endroit tout à l'heure. Je pense qu'en Basse-Cornouaille, ce terme n'était pas tellement usité, et qu'au milieu du 19e, on disait d'autres termes que je vous ai cités tout à l'heure, danse-ir, danse-ir, voilà, le terme peut-être d'ailleurs gavotte, parce que semble-t-il, ce que je vous disais sur ces bourgeois qui étaient venus dans des noces, c'est semble-t-il passé autour de Quimper, quoi. Donc ce terme-là, gavotte, a été employé beaucoup plus tôt qu'il a été employé dans le Kreis-Brest, dans le centre-Bretagne. Alors, cette gavotte, elle est bienvenue, qu'on pratique, elle est bienvenue de quelque part. Là, j'ai un ouvrage, j'aimerais bien avoir un original, vous vous doutez que c'est dans des bibliothèques, si tant est qu'il soit encore là. C'est un livre qui a été écrit par une personne érudite, qui était né en 1521 à Dijon, donc qui s'appelle Thoineau Arbeau, mais c'est un pseudonyme. Thoineau Arbeau, c'est Jean Taboureau, son vrai nom.
Et à la fin de sa vie, alors c'est quelqu'un qui a fait pas mal d'écrits, qui était un ecclésiastique, mais très reconnu sur le plateau de Langres, c'était quelqu'un d'important. C'était quelqu'un qu'on peut qualifier de bourgeois, si vous voulez, mais qui s'est intéressé à la danse et à la musique. Et à la fin de sa vie, il formait des étudiants, et il y a un étudiant qui a souhaité, on dirait maintenant l'interviewer, qui a souhaité le collecter, et qui voulait savoir ce qui se passait autant en danse qu'en musique, donc dans certaines régions françaises, voire européennes. Et Jean Taboureau, Toineau Arbaud, s'est prêté à l'exercice, et il connaissait également la musique. Il avait un grand-oncle qui était à la cathédrale de Reims, qui était un grand organiste. Lui connaissait aussi la musique. Et il a décrit des danses de l'époque à cet étudiant qui a noté. Et on peut dire que Toineau Arbaud était un petit Jean-Michel Kilcher de l'époque. Ça veut dire un chercheur et qui n'a pas noté les danses de n'importe quelle façon, quoi. Donc un chercheur, il étudie, il analyse, il réfléchit, et puis après. Le seul bémol qu'on pourrait dire, sans vouloir aucunement l'accuser, vu le remarquable travail qu'il a fait, c'est qu'il est un peu en fin de vie, lui aussi. Il décède en 1571, mais peu importe, hein, je crois que c'est ça. 95, ne disons pas de bêtises. En 1595, il est un petit peu déjà affaibli, et ce qui manque à des gens déjà âgés quand on les collecte, c'est la mémoire. La mémoire, la véritable mémoire, pas intrinsèque. Si elle est toujours aussi bonne, tant mieux. Si elle est moins bonne, quand les gens collectent des anciens, soit ils disent je ne sais pas, je ne peux pas te dire, je ne vais pas te dire des bêtises, ou ils ont, on a tous des noms en tête de gens qui ont du qui voulaient dire quand même, qui ont transformé un peu la vérité. C'est pas forcément très grave selon le sujet. Hein. Si c'est des gens qui ont déjà un patrimoine très riche, c'est pas totalement grave. Alors, Toineau Arbaud, les historiens qui après ont travaillé son ouvrage un petit peu, alors c'est écrit en vieux français, les F remplacent les S notamment, puis il n'y a pas que ça. Donc, vous voyez, on parle de plus fieur, c'est pas facile à dire de nos jours, plus fieur pas, et c'est plusieurs pas, voilà, et tout le livre est écrit comme ça. Mais quand on lit le branle-double et le branle-cinq, quand on lit le branle-double, on retrouve notre danse ronde dans le pays pagan. Voilà, pied gauche largi, comme dit Toineau Arbaud, et pas écarté, enfin, c'est des termes aussi de l'époque. Et à un moment donné, il analyse une danse qui s'appelle le trio. Alors il y a plusieurs écritures, avec un I à la fin, avec un Y. Et les linguistes bretons, les grands bretons ici, on réfléchit sur ce mot et on trouvait que triori, en breton, c'était tri-roiri. 3 jeux, 3 moments, 3 éléments. Et on sait que notre danse-tro, qu'on appelle galope maintenant, depuis très longtemps, se fait en 3 parties. Donc, à quelle époque le triori de la Renaissance devient finalement ce qu'on pourrait appeler maintenant la gavotte bretonne, voire la suite gavotte, avec ces 3 moments. J'en parlerai tout à l'heure, je les reviendrai. Donc, tri-roiri, c'est peut-être donc une danse, bien peut-être, qui n'est faite qu'en Bretagne à l'époque, et qui n'est pas faite ailleurs. Et on trouve également, comme on trouvait le terme passe-pied breton, je l'ai rappelé tout à l'heure, on trouve aussi le terme triori breton, plusieurs fois dans certains écrits. Donc on se dit, c'est une danse de chez nous. Donc c'est ça qui aurait donné, petit à petit, naissance à cette gavotte bretonne. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne saura jamais, c'est comme ça, c'est bien d'avoir des mystères, j'aime bien les mystères. Et le mystère, c'est comment, de cette danse théorique qui avait sûrement un style particulier, qu'on ne saura jamais, on ne va pas... Est-ce que c'est uniquement cette danse, est-ce qu'elle était dansée dans le milieu rural par les paysans? Est-ce qu'elle était dansée aussi dans la bourgeoisie et par les aristocrates? Peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien. Et si, somme toute, elle était dansée par les aristocrates, elle n'était sûrement pas dansée de la même manière que chez les paysans. Mais comment, on ne sait pas. Alors, il y a juste les pas qui sont décrits. Pensez bien que j'aurais à un moment donné, quand même, bougé un tout petit peu mes pieds. Je vais vous passer un air de triori, je vais faire un tout petit peu de pas, et puis je ne vais pas
ne vais pas présager de la stylistique que je vais faire, j'en sais rien, je vais juste poser mes pieds au sol. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'à l'époque, ils avaient également deux pieds, un gauche et un droit comme aujourd'hui. Et comme c'est décrit, on pense qu'ils les posaient au même moment. Après, la manière, c'est autre chose. Alors, je vais le faire de deux manières. Je vais d'abord faire ceci. Un petit peu d'eau. Pam, 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 sont trois petits pas. Alors, est-ce que tu ne peux pas aller plus... Pas de problème. C'est une danse en 8 temps, pieds joints et trois petits pas. Mais la manière dont c'est décrit dans Toi Noirmos, c'est plus ceci. Alors, j'ai mis mon pantalon, mon t-shirt, je suppose qu'il n'y avait pas ça. Mais voilà comment, à peu près, je dis bien à peu près, à quoi peut ressembler le triori de la Renaissance. Donc, il y a quelque chose qui est assez troublant par rapport à notre suite de danse-tronc, c'est qu'à la fin du pas, il y a trois petits pas, si on le fait tel que la gavotte se pratique aujourd'hui. Et ces trois petits pas, on va les trouver partout en Bretagne, que ce soit en Basse-Cornouaille, en Haute-Cornouaille, et alors, on dit un changement de pas, si on veut frimer un peu, voilà, en transmettant comme on fait nous, on appelle ça une subdivision. On subdivise le temps. Donc si on subdivise, c'est que au lieu d'avoir un premier temps et puis un deuxième temps, il y a un demi-temps au milieu, ce qui fait pam pam pam, au lieu de faire pam pam. Donc voilà, un changement de pas. Et ce changement de pas, suivant les endroits en basse ou haute Cornouaille, il n'est pas placé au même endroit. En basse Cornouaille, il est souvent sur le temps 3, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un petit peu technique ça, un petit peu sur le temps 3. Quand on s'en va vers la Cornouaille, et surtout ici, plus vers l'est, c'est souvent placé sur le temps 4. Quand on s'en va un petit peu vers le nord, on trouve des gavottes où c'est placé sur le temps 5. Et sur le triori, ça serait placé, c'est placé sur le temps 7. Donc du coup, on peut faire comme ça une ligne où on fait 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7. Donc on peut se dire qu'au cours du temps, au cours des siècles, eh bien, cette subdivision, elle s'est déplacée aussi par rapport à la danse initiale qui était le trio. Voilà. Donc voilà ce qu'on sait, on n'en sait pas plus. Donc quand on ne sait pas, on ne dit rien. Donc, mais c'est sans doute donc l'ancêtre, imaginez ce qu'on aurait perdu, un Viviane, si on n'aurait pas de la gavotte, on aurait quand même eu Endro et Casabar en pilotage, je vous rassure, bien évidemment, et ça aurait été bien aussi. Mais on aurait quand même perdu. Alors, rapidement maintenant, avant de parler plus spécifiquement de la haute et de la basse Cornouaille, certains d'entre vous le savent, mais peut-être pas tout le monde, donc vous dire un petit peu ce que représente la danse traditionnelle en Bretagne. Je m'étais dit un jour que je fais ça, alors je l'ai fait, mais j'ai vu tout de suite la difficulté, c'est-à-dire en une page à peu près, relater ce que c'est que la danse traditionnelle, et surtout en milieu rural, donc en Bretagne. Et pas faire deux pages, une page, mais une page simplement, pour justement vulgariser un petit peu cette communication. Alors, je vous ai dit déjà, en commençant, que la danse était beaucoup plus auparavant une manière d'être qu'une manière de faire. Et vous allez voir, je vais vous lire en gros cette page-là. Et puis, mon inquiétude, la difficulté, ça a été de passer du temps du passé ou de l'imparfait au présent. Parce que finalement, on peut dire tout le temps, ah ben la danse, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais il y a un moment où elle est venue aujourd'hui, cette danse. Et il n'y a pas eu d'interruption. J'ai parlé de Loïs Ropars tout à l'heure, voilà, qui était né en 1922, donc vers l'âge très tôt dans sa famille, mais vers l'âge de 13, 14, 15 ans, parce que c'est souvent là qu'on prend conscience des choses. Avant, on les pratique, mais on ne sait pas trop, c'est par habitude, par la cellule familiale. Puis un beau jour, on commence à réfléchir, et puis on dit, ah tiens, il y a ça, il y a ça. Alors, c'est le moment, souvent, si on est curieux,
la bonne curiosité, comme dit, on questionne les plus anciens, on dit ah oui, mais pourquoi ça se fait comme ci, comme ça? Donc, l'os de 1900, des années 20, on va dire, mais il a toujours vu cette culture-là. Mais avant les années 20, c'est quoi? C'est la guerre 14-18. Et là, avant la guerre 14-18, c'est une autre société. C'est la société qui est repliée sur elle-même. Il n'y a aucune mécanisation. Il faut quand même savoir que le premier tracteur, il apparaît en 1929 dans le Finistère. Avant, il n'y a que du travail à la main. Et ça bouleverse les habitudes. Donc là, on est déjà en 29. Mais avant la guerre 14-18, on est dans un autre monde quand même. On est dans un autre monde. Il y a déjà, hélas, les premiers reculs de la langue bretonne, un petit peu, fin 19e déjà. Mais voilà, au 19e, on est dans autre chose. Donc, cette pratique, elle se fait exclusivement au niveau de la danse en milieu rural. Hein. On ne dansait pas dans les grandes villes, hein, quelles qu'elles soient, j'ai fait Saint-Milieu, Vannes, Lyon, on ne dansait pas dans les villes, on dansait en milieu rural. Donc, c'est le reflet de quoi? C'est le reflet d'une société rurale qui a une relative unité générale hein, à la campagne, mais qui a des expressions également diverses et multiples. C'est varié. Alors, ce qui a interrogé Jean-Michel Wilcher dès le départ, et il n'a jamais eu vraiment la réponse, c'est pourquoi en Bretagne c'est la danse? Dans d'autres régions, ce besoin presque de dépendance vis-à-vis d'un État pour faire autre chose, pour rester soudé, le breton l'a trouvé dans la danse, alors que dans d'autres régions, on l'a peut-être trouvé dans autre chose, dans d'autres rites. Et donc les Bretons ont trouvé ça dans la danse. Et c'est tellement fort que quand le collectage qui a été fait auprès des paysans dans la deuxième moitié du 19e, certains paysans ont dit, c'est leur phrase, mettons que j'aurais enterré père et mère, j'aurais rencontré une ronde 2 jours après, je n'aurais pas pu m'empêcher d'y entrer. Parce que la ronde et la danse, moi je le dis comme ça, on peut le dire autrement, je dis souvent, c'est un exutoire aux peines et aux soucis quotidiens. Et là, je ne dis pas c'était. On a tous vécu, et là c'est comme ça, des moments douloureux, on en parlait ce matin, dans la vie. Je peux vous dire que moi j'ai participé à des rondes de danse, voilà, je pense à Job, une pensée pour Job Tanguy, c'est le monsieur qui m'a embauché, qui m'a permis de transformer ma passion en un métier passion, soit, mais professionnaliser ma passion. Et donc, voilà, après les obsèques de ce monsieur qui était mon deuxième père, comme j'ai toujours dit, et j'étais dans la ronde de la Douarnenez pour faire la danse pline pendant 2 heures. Et je me suis rendu compte ce jour-là que l'exutoire, il était encore valable aujourd'hui. Et moi, je m'inscrirais en faux si quelqu'un me disait ah, non, attends, alors, c'est pas comme avant. Si, c'est comme avant. Et la ronde de danse fermée garde cette force inégalable. Et là, on ne parle pas de stylistique de danse, on ne parle pas de technique, on ne parle pas d'accompagnement musical et vocal. On est ensemble, il y a un bloc. Et voilà, je dirais presque que c'est une personne qui a 60 pieds. C'est qu'une seule personne qui a plusieurs pieds. Laurent Bigot dit ça sur les musiciens, il a une image extraordinaire. Laurent Bigot, un grand ethnomusicologue, dit un sonneur de coupe, c'est un seul individu qui joue en même temps de 2 instruments. Je trouve que l'image est très belle. Moi, je la reprends pour cette ronde, voilà. Donc voilà ce qu'était la danse à la campagne. Alors, la danse était à la fois l'identification d'un village où les gens sont regroupés par feu, par foyer, comme on disait. Donc un village, c'est quelques fermes aux alentours. Et puis après, il y a des quartiers, et puis après, il y a le bourg, et puis après, il y a la paroisse, puis les évêchés, enfin voilà, on peut partir du petit pour aller au plus grand, ou l'inverse. Donc il y a des diversités de danse, j'y reviendrai sur les formes tout à l'heure, mais l'unité des villages, elle est présente comme ça partout en Bretagne. La forme principale, c'est la ronde fermée, je vais en parler après. Les témoins de la pratique, alors c'est pour ça que je disais que c'était un état, autrefois, dans les grandes circonstances, qui étaient les noces, à l'heure névée, le baptême, voilà, quelquefois les pardons religieux, parce que les pardons, il y a le pardon qui est la fête religieuse, puis après, 2 jours après, il y a la fête païenne, où là, il y a divertissement et on dort, on ne mélange pas les deux, mais on les colle l'une après l'autre, quoi. Et dans toutes ces
dans toutes ces circonstances, la danse est présente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, circonstances extraordinaires que je viens de citer, ou ordinaires, circonstances ordinaires, c'est après les travaux des champs, qui est 20 personnes ou 50 à faire les foins ou le blé ou arracher les patates, c'est la même chose, on finit et on danse. Donc, pour les gens, c'est la même chose d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils vont trouver dans ce qu'on pourrait appeler réjouissance, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est difficile de trouver un mot 18e, 19e pour définir ce que c'est que cette pratique collective. Est-ce que, certes c'est une réjouissance, ils crient, ils s'amusent, mais c'est bien plus que ça. Et pour eux, c'est la même chose que tout ce qu'ils ont fait dans la journée. C'est simplement un prolongement de la solidarité collective qu'ils vont trouver dans le travail travail des champs. Imaginez comme c'est, enfin, ça l'est encore pour les paysans. Ils ont des moyens plus modernes, certes, mais c'est toujours éprouvant et éreintant. Autrefois, avant la mécanisation, c'est les petits bras qui servent à travailler. Ils ont tous le dos cassé, mais il n'y a pas d'ostéopathe. Il y a des rebouteux qui parfois soignent, parfois font encore plus de mal, je pense. La différence, c'est que les gens, autrefois, ils ne se plaignent pas. De toute façon, c'est le choix chaque matin, c'est aller au champ ou aller au champ. Hein, ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc, et ils ne se plaignent pas. C'est des gens de la terre, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va, par moment, voilà, sublimer ce travail, ce dur labeur? C'est la danse, encore une fois. Des paroles de paysans, hein, c'est leurs paroles à eux, quand on les interrogeait, qui disaient « la danse casse la fatigue ». Alors nous, on dit encore souvent, ça nous allait dire « ah, on a fait ci, ça, c'est une bonne fatigue ». C'est quelque chose qu'on emploie à l'oreille. Et alors, casse la fatigue, certains disaient « la danse maintient l'homme debout dans ses chaussures ». Rien de plus fort. Et il y a encore plus fort que ça, certains disaient « la danse sert à secouer sa misère ». Bah, voilà, il n'y a plus besoin d'ajouter quelque chose, ça veut tout dire. Comment, avant de commencer sur la cornaille, comment autrefois se passait la transmission? Un sujet, vous vous doutez, qui me tient un peu à cœur, parce que ça fait 40 ans voilà, que j'ai commencé à transmettre. Viviane ici a vu mes premiers pas de simple danseur, mes premières transmissions, et puis après, quand ils m'ont embauché en 85, j'ai dit trop tard, hein, vous m'avez pris, maintenant je vais rester. Hein. Donc je me suis interrogé depuis tout le temps, si j'arrive, enfin je n'aurais pas de choix, je viens de finir un ouvrage là, sur la transmission, mais il n'est pas tout à fait fini, mais on espère que de toute façon on sera peut-être plus maintenant en 2019, mais en 2020, il faut absolument qu'il soit édité, donc je me suis posé plein de questionnements sur la transmission. Parce qu'aujourd'hui on fait une transmission dirigée, ça veut dire qu'on décide de donner des renseignements à des gens, souvent des plus jeunes, mais pas que. C'est un acte volontaire qui est enrichissant comme c'est pas possible. Mais c'est volontaire. Autrefois, le mimétisme, dans la société rurale du 19e, il y a de temps à autre quelques conseils dans des familles. Un adolescent, il va demander un peu à son père ou son grand-père, et s'il ne demande pas, son père lui dit « oh, dis donc, tu vas essayer de faire ci, ça ». Mais c'est des bribes de renseignements comme ça. Et on apprend avec les oreilles et avec les yeux. Ça s'appelle du mimétisme. Du mimétisme inconscient, parce que le mimétisme, c'est l'imitation. Quand on imite quelqu'un, le chant d'un oiseau, l'attitude de quelqu'un, c'est volontaire, on fait exprès d'imiter. Donc le mimétisme inconscient d'autrefois, c'est simplement de regarder des heures durant des plus anciens qui dansent et d'écouter les chanteurs ou les sonneurs qui les accompagnent. Et petit à petit, l'enfant, il apprend comme ça. Et Jean-Michel Guitcher a eu cette très belle phrase de dire un jour « La danse s'empare de l'enfant avant qu'il ne s'empare d'elle ». Quand l'enfant il devient préadolescent, maintenant c'est beaucoup plus tôt qu'autrefois. Autrefois il y a des seuils de la vie, la communion notamment, c'était sa communion. Et donc c'est à peu près à l'âge de 12 ans. Et c'est l'âge où souvent après on devient quelqu'un d'un petit peu plus grand. Les jeunes hommes, ils ont presque 14 ans, et hop, ça y est, ils travaillent à la ferme, hein, ça y est, c'est commencé. Donc, c'est l'âge où on rentre dans le monde petit à petit des adultes. Et c'est l'âge aussi où, à un moment donné, le jeune ado qui va regarder la ronde, et bien la ronde, elle s'ouvre. On prend par la main et l'autre. Et l'enfant, il s'aperçoit que la gavotte, il n'a jamais appris, et pourtant il sait la danser. Il n'a jamais appris. C'est incroyable de danser avant d'avoir appris. Eh bien, c'est ça qui se passait autrefois, comme le chant, comme
toutes les traditions populaires au milieu rural. Et donc, on est passé d'un monde où on sait, très petit, où l'esthétisme entre les danseurs n'est pas jugé. On voit des gens qui dansent bien, mais on n'en parle pas. Parce qu'il y a des gens qui dansent bien, mais il y en a d'autres qui travaillent bien, il y en a d'autres qui chantent bien. Chacun a ses particularités du plus jeune âge, qui sont souvent plus de l'ordre de l'inné que de l'acquis. Maintenant, on parle de l'inné et de l'acquis. Parce que l'acquis vient en faisant des stages, en travaillant, en côtoyant des référents, tout ça. Mais au départ, c'est vrai que, étant petit, et ça sera valable tant qu'on pourra vivre sur cette terre qu'on est en train d'allumer, donc tant qu'on sera sur la terre, eh ben, les enfants, ils ont des choses innées. Il y en a un qui court vite, il y en a un, il est très vite, il sait bien dessiner. Et pourquoi? C'est comme ça. C'est des choses, des capacités que l'enfant développe au niveau psychomoteur dès qu'il est dans le plus jeune âge. Donc il y avait des gens qui dansaient un peu mieux. Mais, ceci dit, tout le monde dansait quand même. Maintenant, il y a plein de gens, voilà, jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors maintenant, il est plus petit parce que c'est souvent, à 95%, c'est familial. On apprend le breton, on apprend la danse, on apprend la musique, parce qu'on entend ça, on voit dans la famille. Mais en deçà, tous les gens qui viennent un peu plus tard, ils apprennent, ils sont dans l'apprentissage, avec des gens comme moi, et des dizaines et des dizaines, qui transmettront. Donc, qui dit transmission, dit pédagogie, manière de s'y prendre pour que l'élève, pas forcément arrive le plus vite possible, mais arrive le mieux possible. Ça veut dire qu'on va le mettre dans des circonstances où on va l'aider à. Et puis après, et ça c'est lors de la transmission de la pédagogie, normalement, je dois en parler jeudi matin, mais c'est pas sûr, autre chose. Si je suis là, j'en parlerai, pareil pendant 10 heures, mais c'est pas certain. Les origines historiques, sociales, apparaissent très anciennes en Bretagne. Ce que je dis tout à l'heure, même s'il n'y a pas des tonnes d'écrits, on sait que c'est depuis longtemps, puisqu'on parle sous Madame de Sévigné du passe-pied breton, puis du tréori breton, qu'à Auray, il y a des gens, des centaines de personnes qui dansent sous les halles en poussant des grands cris, comme je disais tout à l'heure. Donc on sait qu'en Bretagne, on danse depuis très longtemps. Donc ces origines, elles sont anciennes ou archaïques, on peut dire ça. Et elles sont folkloriques. Folkloriques dans le sens, le folklore, c'est des traditions qui se transmettent de génération en génération au sein du peuple. Ouvrez un jour, suivant que vous aimez le Petit Robert ou Larousse, de Bouchot, lisez le mot tradition. Il y a deux sens. Il y a ce sens-là, tradition du peuple, qui se transmet de génération en génération, puis il y a un sens, hélas, qui a été employé et galvaudé tellement souvent, qui est le sens familier, pittoresque, comment dirais-je, folklorique, de point, pittoresque et sans aucune authenticité. C'est pour ça qu'en Bretagne, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais on emploie depuis longtemps le terme cercle celtique. Bon, effectivement, la Bretagne fait partie des 6 siècles, c'est un terme noble, on aurait pu en prendre un autre, il ne nous gêne pas, voilà. Mais personne ne dit plus en Bretagne groupe folklorique, à l'heure actuelle. Allez dans toutes les régions de France, j'ai eu la chance d'aller dans le nord de la France plusieurs fois, là, où il y avait des gens de régions françaises, les gens disent, mais c'est absolument pas péjoratif, on dit, je fais partie d'un groupe folklorique, voilà. Mais, ah oui, nous, on dit, ah oui, nous, on a des groupes traditionnels, parce que ce mot-là, on n'en veut plus, parce qu'on sait ce que ça recouvre et ce que ça cache, hélas, derrière. Ah, c'est folklorique. Quand vous rentrez d'une soirée, souvent, peu importe, vous habitez à la note, oh là, c'était folklorique. Le terme folklorique, là, est jeté dans son sens annulé, et alors que c'est un terme très noble. Donc, on peut parler de la tradition folklorique en Bretagne, qui est une déclinée en plusieurs grandes traditions folkloriques. Mais ça dépend comment on le voit. Ce qu'il faut dire aussi, en Bretagne, et ça c'est particulier, il n'y a aucune origine, comment dirais-je, qui est liée à des signes philosophiques, religieux, la danse qui fait pleuvoir, la danse, vous voyez, mystique ou mythique. En Bretagne, on danse pour s'accrocher, pour danser ensemble, pour se défatiguer, et parce que c'est comme ça que le breton montre sa solidarité inégalée. Mais ce n'est pas relié à des choses, comme c'est relié dans beaucoup de pays africains, où il y a des rites, où il y a... Alors, en Bretagne, on n'a pas ça. On danse pour danser.
il y a un lieu où on trouve parce que c'est aussi un lieu de transmission, mais dans la transmission, on transmet dans des lieux divers et variés que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais je vais quand même parler et terminer là-dessus pour la première partie, sur justement cette circonstance-là qui est le festinose. J'ai eu cette chance, c'est une chance que j'ai eue de participer au collectif il y a une petite dizaine d'années, initié par Dastum Braise et entre autres Charles Quimbert, et on a travaillé pendant 2 années sur le patrimoine culturel immatériel et la mise en exergue du festinose, et 2 ans après, on a eu quand même la grande joie qu'il soit reconnu, donc à l'UNESCO. Alors après, ça ne change pas la vie et le visage du festinose, mais il faut quand même avoir ça en tête. Et moi, je le dis très souvent, parce que on parlait à certains élus, je vous le dis à vous, ceux qui habitent en Bretagne, mais même ceux qui viennent que de temps en temps et qui viennent de région, gardez ça en tête parce qu'il y a bon nombre d'élus qui l'ont oublié déjà ça. Et ça veut dire que quand il y a une matière qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO, l'État qui a signé et ratifié une charte par rapport à l'UNESCO a des droits mais aussi des devoirs. Ça veut dire que quand vous voulez organiser un festinose dans une commune, petite, moyenne ou grande, les élus de cette commune ne peuvent pas vous envoyer balayer. Ils disent, vous faites un festinose, parce que ça vous regarde, vous n'avez pas de son nom, mais tant pis, vous n'avez pas de ça, mais tant pis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a des lois ratifiées, il y a des écrits, il y a des obligations. Et donc, il y a obligation, on va voir ici à Quimper, il y a quelque chose qui savent, il y a une qui devrait arriver, j'ose espérer, peut-être l'an prochain, là, il sera remis en état, mais c'est quand même dramatique dans une ville aussi forte que Quimper, où il se passe autant d'événements, où il y a autant d'acteurs culturels en langue, en musique, en chant, et puis avoir une salle pour organiser des festinoses. On est obligé d'aller ailleurs, c'est très bien, c'est pas un souci d'aller plus loin, mais il n'y en a plus à Quimper. Bon, moi, quand je peux, je titille d'elle ou un élu là-dessus en disant on est à Quimper. Donc c'est pas le tout de dire que Quimper est la capitale de la culture bretonne, c'est pas aujourd'hui pour les publics, mais peu importe, c'est la capitale de la culture bretonne. Il n'y a pas une salle pour organiser les festinoses. Là, il y a un paradoxe, c'est à celui. Bon, j'arrêterai là, mais je ne suis pas énervé, je dis ce qui est simple. C'est un regret que je pense certains, si je devais lever les doigts, je pense qu'il y en a qui seraient d'accord avec moi. Alors, on va parler ici maintenant, je me surveille, mais comme vous avez le canard, on est dans les cours, à peu près. Donc, on va parler un petit peu de la danse beaucoup, mais encore loin. Donc, il y a une Bretagne, puis après il y a 2 Bretagnes. Il faut autant respecter celle de l'Est que celle de l'Ouest. La Haute-Bretagne, où on a parlé de gallo, la langue galaise pendant longtemps, c'est tout bas, ici ça cheveux, je crois qu'on va Navaille, voilà. Et puis ici, Finlande, Namzer, ça veut dire la même chose en fait. Mais là, c'est en breton, et là, c'est en gallo. Puis petit à petit, gallo comme le breton, ça mémorise aussi. Donc là, on est sur Breizh-Buel, la Haute-Bretagne, et Breizh-Zizel, la Basse-Bretagne. Depuis la fin du 5e siècle, 6e siècle, la Bretagne est subdivisée en évêchés. Et les évêchés, c'est terriblement important parce que pendant des années, ça a quand même façonné des traditions différentes. Napoléon est arrivé, l'époque de Napoléon, je dirais, puis pouf, on a balayé tant de siècles de répartition historique, géographique, économique, culturelle en Bretagne, qui étaient les évêchés, religieux, j'ai pu dire, et puis on a fait des départements. Alors il y a des départements qui peut-être ne sont pas trop mal faits par rapport aux entités, à l'entité historique qui était les évêchés. Il y en a d'autres, permettez-moi de vous dire, le Finistère, on a dit on va faire un Finistère du nord au sud, on va dire, mais qui est Grévus, c'est pas grave, mais quand même, on n'a pas réfléchi, et je peux vous dire que entre, je vais parler de mon ami Guy et de Viviane, entre des gens qui habitent là dans la jolie petite pointe, et ceux qui habitent au nord, ils ont du père, comme on dit entre eux, ils ont quelque chose. Mais on s'aime quand même, on est arrivé dans une ère
où les Léonards et les Bigoudins sont capables de s'allier pour aller manifester ensemble dans la capitale et manifester pour la langue bretonne. Et là, ils ne sont plus ni Léonards ni Bigoudins, ils sont bretons. Et ça, c'est bien. Alors, ce qui a fait ces différences-là pendant longtemps, c'est qu'avant, on ne voyageait pas en Bretagne. Il n'y a pas de voie de communication. Il faut arriver au milieu du 19e, premier tiers du 19e, mais surtout au milieu du 19e, pour voir des voies de circulation, pour voir des ponts apparaître, pour, voilà. Avant, les gens vont à pied, à cheval, point, en charrette. Et puis, d'ailleurs, on ne parle jamais en kilomètres, on parle en lieu, et on dit 2 jours de cheval. On ne dit pas, il y a 180 km, les gens, ça leur parle absolument pas, ou même 15 km. Donc, il y a tant de temps à pied ou tant de temps à cheval. Voilà comment on mesure le temps. Et puis, quand on a commencé à se déplacer, on a découvert d'autres endroits, d'autres régions. On a découvert aussi, vous voyez, là vous avez une carte, vous connaissez tous la carte de la Bretagne. Hein, on la voit tout le temps à la télé. Quand on fait comme ça, voilà, souvent c'est caché, je dis, à l'ouest il ne fera pas beau. Hein. Sauf qu'on aura quand même chaud cet après-midi. Et donc, la représentativité cartographique de la Bretagne, mais ça dit absolument rien aux paysans au 19e et même au début du 20e. De toute façon, ils ne circulent pas. Donc, ils ne savent pas comment la carte est faite. Donc, quelqu'un de la côte du Porzay voulu parler du pays Goëlo et Binic et Paimpol, mais ça ne lui parle absolument pas. Nous, on est dans une ère maintenant où quand on parle de la Bretagne et qu'on la revendique souvent globalement. Ça veut dire qu'on voit une région, hein, avec les 5 départements, et on voit une région, et on voit les petits territoires, les grands territoires. Mais parce qu'on a appris ça. Autrefois, le monde rural, fin 19e, on est dans un autre monde. On ne voit pas ça absolument de la même façon. Alors, quand les évêchés ont disparu, moi j'en suis persuadé, compliqué à prouver ça, mais quand les évêchés ont disparu, même si ça disparaît, le sentiment d'identité et d'enracinement ne disparaît pas comme ça. Ça veut dire que les Léonards, même s'il n'y a pas l'évêché du Léon, les Bigoudins, on en parlait, il y a les gens entre les deux, et bien les gens, ce ne sont pas des Finistériens, après Napoléon. Au 19e, les gens, le sentiment, alors, après les noms, c'est autre chose, mais ils ont déjà le sentiment des Léonards cornoyais, des Kernus, des Kernés. C'est ça, quelqu'un qui habite en Cornouailles. Alors, selon les gens, parce que moi, c'est une passion depuis longtemps, j'étais à l'origine de cette première carte avec qui j'avais travaillé avec Patrick Madrieux dans les années 75, j'habitais à Loudéac, pour voir si on pouvait réaliser une cartographie culturelle. Parce que c'est compliqué. Des limites administratives, on sait où elles se placent, on sait où étaient les anciens évêchés, on sait le découpage des départements, mais ça, ce sont ce qu'on appelle un bro ou des broyous qui ont des habitants, ou résident des habitants qui ont entre eux des affinités. Et ces affinités, elles sont d'ordre soit général, soit particulier. Et les affinités, elles vont toucher aux éléments culturels, ça veut dire la langue des gens. Les Trégorois, Léonards, Cornoyais, on sait qu'ils se comprennent un peu mieux qu'avec les gens de mon pays, hein, même s'ils veulent se... Alors c'est aussi une légende. Quand on a envie de parler en breton, les gens ont toujours dit ça souvent, ah ben oui, mais les autres, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les comprendre si on ne veut pas, si on veut vraiment. Je prends toujours cet exemple-là, Erwan Ropart, donc le père des Poulaouen, qui était bretonnant complet, Erwan, quand il appelait Georges Botois, qui est un grand seigneur luthier du Pays Valtais, qui parle breton, mais en Genédour, quand il s'appelait en breton, ils arrivaient très bien à se comprendre. Donc quand on veut, on peut aussi, hein, voilà. Mais toujours est-il qu'il y a quand même des différences linguistiques, et il y a surtout des différences, voire des oppositions vestimentaires. Ça veut dire tout le travail qui a été fait, et moi je ne suis pas un spécialiste du costume, mais je connais pas mal de généralités quand même, et bien toutes les spécificités, ce qu'on appelle des guises, il y a 62 familles générales de costumes à peu près en Bretagne, déclinées après en multiples variantes. Donc après il y a des sous-familles. Donc déjà, cette carte d'identité qui était le costume traditionnel au 19e, bah, sur les marchés, quand les gens commencent à se déplacer un peu plus qu'avant, même au début du 20e, et ben voilà, tout le monde sait qui est qui. On ne sait pas forcément qui il est, mais on sait qu'il n'est pas de chez soi.
Ça veut dire, un bigoudin, il voit bien qu'une femme de Châteaulin, elle n'a pas du tout le même costume, donc elle n'est pas bigoudaine. On ne dira pas forcément c'est une rosique. On dira en breton c'est une étrangère. Ah ben oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'est pas chez soi. Parce que les rapprochements entre territoires, on va parler dans le temps et après, il y a de temps en temps des gens qui disent, bah si, il n'est pas tout à fait comme nous, mais c'est quelqu'un de chez nous quand même, donc on sait comment il vit, ce qu'il fait et tout. De temps en temps, il y a opposition. Les gens du Pays Franche, là où on parlait de la danse tropine tout à l'heure, quand ils côtoyaient des gens du Coche-Terrouette, je veux dire on va tête, Costa-Roite pour les Corbeillais, c'est des gens mais qui ne s'aiment pas du tout. À la fin des pardons, avec peut-être la chaleur de l'été aidant, et puis humecter quelque peu leur papille gustative, c'est l'expression, pardonnez-moi, ils se foutent sur la figure. Ils ne s'aiment pas. Les gens du nord du pays Coche-Terrouette et du Coche-Terrouette et du Pays Franche, ils ne s'aiment pas, c'est comme ça. Par contre, de l'autre côté, entre les gens du Pays de Loudéac et du Pays Franche, ils s'ignorent. C'est une différence, ne pas aimer s'ignorer. Ça, c'est les gens qui ne sont pas chez nous. Parce que d'abord, on ne parle pas breton, sur l'autre côté de la frontière, ils ne savent pas vraiment qu'il y a une frontière, mais s'ils leur parlent, on voit qu'ils ne répondent pas. Donc, de temps en temps, vous avez des petits territoires qui renseignent pas forcément, c'est pas une histoire de superficie géographique, c'est parce qu'ils ont quelque chose de très particulier. Si on parle de la danse, ce pays de Guarec, Silfiac, voilà, Sainte-Brigitte, le pays Coche-Terrouette, je ne suis pas certain qu'il y ait un pays Coche-Terrouette, parce que le sud du Pays Franche et le nord ici portent le même costume avec un châle et une toucaine avec des lupins, mais quand on voit leur danse, les gens qui font de la danse tropine, qui voient les Coche-Terrouette, mais pas du tout comme nous, c'est pas la même danse. Le Coche-Terrouette, c'est une danse de la famille des Gabonais. Et pas la danse franche, qui vient on parlait tout à l'heure à descendre, une grande famille s'appelait les grands Guets, G-A-Y-S. Donc la danse fine et Lumière, d'ailleurs, vient de cette famille-là. Donc du coup, il y a des petits territoires, s'ils ont quelque chose de particulier. En Pays Pagong, c'est un petit territoire. On peut dire, bah non, les gens qui ont voté, ceux-là, c'est des leunes. Ah, oh non, regardez pas ça, eux, ils ne sont pas contents du tout. Donc voilà, même si peut-être d'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît rien sur la culture en Bretagne, il y en a, voilà, qui habite à Brignogan, il ne sait pas ce qu'il est, quoi. Bah, moi j'habite à Brignogan, quoi. Il va dire, bah, tu sais, t'es dans le Léon, oh, oui, je crois. Alors que les gens, Michael Kervela, Goulren plutôt Kervela, Jan Prébel, ces gens-là, on leur dit pas qu'ils sont léonards. Parce qu'ils n'ont pas le même costume, eux avaient des traditions très côtières, le pays était réputé très pauvre, et alors que en Broléon, il y avait, je ne veux pas dire, mais il y avait des gens plus riches. Il n'y avait qu'à voir les maisons en granit. Donc, c'est un petit territoire, il est tout petit, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas important. Donc surtout, ne jugez jamais un territoire à sa superficie géographique, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il y a comme élément culturel à l'intérieur d'un territoire qui est important et non pas forcément sa surface. Et après, suivant qu'un pays est coincé ben forcément par l'océan, sur trois côtés, eh ben, sa force ne va pas être la même, et puis ses relations avec les autres territoires ne vont pas du tout être les mêmes que si c'est un pays au centre, qui plus est, qui va, je pense au Fou, qui est bon, pas très loin de la mer, mais qui était un centre de foire important, ou la foire de Gemné, comme on dit, Gemné-sur-Scorff. Donc c'était des lieux de diffusion à tout niveau, hein, pas que pour vendre le bétail, pour aussi les éléments culturels qui sont danse, musique et chant. Donc où il y avait des grands rassemblements de personnes, forcément il y a eu beaucoup de mélanges, beaucoup d'influences, des empreintes, vous voyez, des contaminations, on va dire, comme la grippe. Voilà, on va les voir, pouf, on leur passe la grippe. Ben, c'était pas forcément la grippe, mais on leur passait des éléments culturels, vous voyez. Donc toujours faire la différence. Alors ces petits territoires, moi j'ai l'impression que quand les évêchés sont partis, eh ben, les départements qui ont été mis en place sous Napoléon, même si voilà, ça fait quand même plus de 2 siècles, ça ne nous a pas tellement convenu. Alors je ne sais pas vous, parce qu'il y en a ici qui font partie voilà, de notre sphère culturelle, il y en a d'autres peut-être pas, mais ce n'est pas un souci, c'est que nous, ça nous satisfait de savoir ça. Ça veut dire, ça nous fait analyser, ça nous fait réfléchir, on dit « Ah mais je suis même, t'es bigoudin, t'es de la montagne. » Et est-ce que tu as l'impression, comment tu peux définir? C'est ça aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire « je suis un, ceci, un, cela ». Il faut définir qu'est-ce qu'on reconnaît là-dedans.
Hein. Donc c'est compliqué, ça. On peut dire je suis bilingue, mais après, faut connaître et apprendre beaucoup de choses sur son territoire pour pouvoir dire, je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez nous qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Parce que c'est ça la définition culturelle d'un territoire. C'est qu'il se passe des choses, c'est ce qu'on appelle les us et coutumes. Et il y en a de tous ordres. Je vais prendre un cas comme ça qui me vient à la Chandeleur, dans certains coins, quand on fait la première crampousse, et ben on met une pièce de monnaie sur l'armoire, parce que ça portera chance. Ou alors on se balade dans la campagne, hein, au début du printemps, puis on entend coucou, coucou, on entend un coucou, et là, si on n'a pas de pièce dans sa poche, ah, le bigoudin et Léonard. Non, je rigole. Mais si on a un sou dans sa poche, on dit je vais être riche toute la vie. Alors, c'est des traditions qu'on croit, qu'on ne croit pas. Et il y en a des milliers des traditions comme ça en Bretagne qui ne sont pas les mêmes qu'on a vu. Donc ça va donner l'identification, l'identité culturelle d'un endroit par rapport à un autre. Alors, ça nous satisfait bien maintenant d'avoir des brouillons et au lieu de dire, moi je dis, je crois que je l'ai jamais dit d'ailleurs, je sais que je suis morbihanais, ça ne me parle pas. C'est comme ça ne me parle pas. Par contre, de dire que je suis du Haut-Vantais, qui est en bas d'ailleurs, parce que le Bas-Vantais est en haut, c'est ça la vie, eh bien, je peux dire ce que j'ai connu dans le pays de Vanoret, au niveau des costumes, au niveau des chansons qui sont très différentes d'ici, au niveau des tonalités des couples de sonneurs qui sont aussi particulières, au niveau de la danse qui est particulière. Voilà, donc ça me parle plus que dire je suis un Morbihanais. Si j'étais un Morbihanais, je ferais de Guémené-sur-Scorff ou de Lorient, ou de Saint-Gilles-d'Aloris, mais là les traditions sont très différentes. Donc on préfère parler en brouillon comme ça. Alors, si on parle de la Cornouaille, dont la limite sur mon doigt se trouve ici, alors là il y a quelque chose d'étrange, vous voyez, il y a des gens qui font de la gavotte dans un petit territoire qu'on appelle la Torre, le Puy de Calornel. Je pense à quelqu'un, mais il n'existe pas. On l'a appelé comme ça parce qu'il y a une étude sur la danse assez poussée un petit peu avant les années 80 par un grand référent qui s'appelle Georges Togam, qui a été dans 2 communes, Calornel-Courard, faire collecter des pas de danse, filmer des gens, et il a appelé son écrit après Danse-Tro, d'ailleurs, Danse-Tro du pays de Calornel. C'est devenu en raccourci la gavotte de Calornel. Il n'y a pas véritablement un pays, mais ce petit territoire, ce qu'il a de particulier quand même, c'est qu'il y a des communes qui s'appellent Le Huec, c'est le pays de la chanteuse Anne Livrel, la Chapelle-Neuve, et puis juste au-dessus, Plouvron-Vert, Le Guivy, Plougras et Plouvrac, où on danse de la gavotte. Par contre, les gens sont en costume trégorois, parce que la mode trégoroise a envahi le nord de la Cornouaille. Donc vous avez des gens avec un long châle et puis une toucaine, mais qui dansent de la gavotte, qui ne dansent pas de danse du trégor. Donc c'est un pays qu'on pourrait qualifier d'un peu d'hybride entre deux. Ce ne sont pas des Cornouaillais, et ce ne sont vraiment pas des Léonards. Et ils disent eux-mêmes, on est des Plougastel. Ils sont de chez eux, point. Et quand on parle de la presqu'île de Plougastel, on dit souvent d'ailleurs que c'est un petit bout de terre, entouré de mer, entre Cornouailles et Léon. Vous voyez. Et au niveau de l'évêché, ils sont, malgré tout, en Cornouailles. Mais ils se considèrent comme un petit peu à part, hein, les gens de Plougastel. Alors, voilà, le pays Roussy. Et puis après, dans la partie supérieure, on va avoir un pays qui s'appelle le pays Bidart, dont moi je m'intéresse aussi beaucoup à l'étymologie au niveau de la danse. Je ne l'ai jamais retrouvé, donc je m'adresse là autant à Guy qu'à Gueltas. Si un jour vous arrivez à trouver l'explication tangible et véritable de ce mot Bidart, je suis preneur parce que j'ai rencontré, enfin j'avais appelé un écrivain qui avait écrit les pérégrinations d'un Bidart en pays d'Ardoux ou d'un Dardoux en pays Bidart. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Je dis, ça y est, je vais savoir, enfin, j'appelle l'écrivain, il me dit, ah ben ma grand-mère, donc il avait 75 ans, et sa mère et sa grand-mère étaient de Plébin, donc ça faisait longtemps. Il me dit, ah ben ma grand-mère c'était une Bidart. Alors j'ai dit, oui, mais ça veut dire quoi? Ah ben je sais pas. Donc vous voyez, il y a des termes comme ça qu'on emploie, il y a plein d'autres qui nomment des pays ici, dont on sait un peu l'étymologie. J'avais vu avec Gwenolé Armen, un début d'explication sur le mot ficelle, comme il dit, mais il y en a, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. Gouélon, Jésus, à force de chercher, Pagan, on sait à peu près. Et donc, Bidart, on ne sait pas. Dardoux, alors, peut-être que simplement Bidart, c'est comme Dardoux, ça vient d'une déformation d'un mot par rapport au costume. C'est peut-être ça.
Donc le pays de Châteauneuf, le Plein-Évé du Fou, l'ancienne seigneurie, parce que c'est très ancien, du Poher, dont la capitale est connue dans le monde entier maintenant, le Festival des Charrues, qui se trouve être Carhaix, à Aix. Le petit territoire là où il y a 5-6 communes, le Huec, la Chapelle-Neuve, donc des communes trégoroises mais qui font de la Gavotte, puis Plourard, Calanel, Calac, plus Quélé, dans le sud. Ce joli pays ficelle dont la capitale se trouve être Rostronin, même si c'est complètement excentrique par rapport à ce territoire. Et également, on n'en parle pas souvent. On parlait de Pline, là. On a certaines années, au concours de sonneurs de la plume de Pan ici, ils ont l'obligation de faire une danse de basse-cornouaille, donc de la veine, du classique, du bigoudin, du cap, à la voix, la musique, et une autre danse de Bretagne. Et pareil, les premiers congés du Pline, je veux dire, le congé du Pline, c'est pas encore mal, mais si, c'est un pays qu'on appelle Fanche parce que c'est le nom de la coiffe. Ici, le pays Fanche, où on fait de la danse au Pline, c'est en Cornouailles. Et une toute petite partie après du pays de Rousse. Alors après, c'est vrai qu'ici, les frontières, souvent, on se comprend, on peut bouger un peu. Alors, la base, c'est la Haute-Cornouailles. Ce ne sont pas deux territoires fermés avec des piquets et des barbelés. Ça veut dire qu'il y a aussi de temps en temps, de temps à autre, des passages. J'ai oublié le pays Ch'tou, le pays de Gourin, Roudoualec. On ne sait pas non plus vraiment l'étymologie de Ch'tou. Hein. Ça viendrait de Malesdou ou Malechtou. Il y a de fortes probabilités, mais on n'est pas sûr à 100%. Mais ça nous convient bien, donc on dit ça. Oh, Malechtou. Et donc, on chevinte encore un peu dans le breton en arrivant là. Donc, on dit la Haute-Cornouaille par rapport à la Basse-Cornouaille, mais les gens de là-bas, c'est une terminologie qu'ils emploient peu ou pas. Les gens disent la montagne. Alors, vous savez tous, hein, on va faire la fouille, mais peut-être d'autres ne sauraient pas. Moi j'aime bien parce que ça fait rigoler les gens qui habitent dans les Pyrénées, ils savent. Pourquoi vous avez des montagnes? Parfaitement. Et quand on les emmène à Saint-Michel, 384 mètres, quand on se le dit, ils disent oh, c'est bon quand même, je t'avais dit qu'il y avait des montagnes. Et donc, les montagnes noires, Ménesdu et Ménézaré, les monts d'arrêt, voilà. Et donc, la zone, ce qui est assez étrange, c'est que la zone qui est entre ces montagnes, ces hautes collines, c'est cette zone-là qu'on appelle montagne. C'est pas forcément, à Gourin, on peut dire on est dans une montagne noire, mais au niveau de la Gavotte notamment, on annonce Gavotte des montagnes, alors qu'entre les deux, il n'y a pas de montagne, quoi. C'est au-dessus et en dessous, et c'est comme ça. Donc Grèce-Bèze, Haute-Cornouailles, Pays-Montagne, voilà comment on désigne ces deux territoires. Alors, dans ces deux territoires, on va parler, par rapport à la danse, de choses qui sont essentielles, c'est les formes de la danse. Je vous ai dit qu'autrefois, on dansait sûrement en Bretagne et dans beaucoup de régions en France, on dansait en ronde fermée, qui était le symbole du resserrement communautaire dans le paysage rural chez les paysans. Et puis petit à petit, et notamment sur toute la Basse-Cornouaille, au fil des décennies, et ce qu'on appelle l'émancipation de la société, avec les modernités, des choses nouvelles qui arrivent, qui plus est un visage maritime. Donc il y a beaucoup de choses étrangères, si on peut dire, qui sont arrivées par voie de mer. Hein. Donc c'est souvent les gens de la côte qui ont avant tout les nouveautés, et puis ces nouveautés, après, hop, elles vont évoluer, puis elles vont arriver dans l'intérieur des terres. Donc dans ces territoires, on a ouvert la ronde beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, dès la fin du 19e, probablement après 1850, 60, 110, la ronde est s'ouvre. Et ça, c'est un changement profond dans la mentalité de la danse. Cette force dont on a parlé tout à l'heure, là, la danse qui sert à secouer sa misère, c'est parce qu'elle se fait, elle se fait en ronde fermée. On tourne le dos à l'extérieur, mais de toute façon, il n'y a pas de spectateurs à l'épreuve. Donc c'est pas grave, maintenant il y en a. C'est pour ça qu'on ouvre aussi, quand il y a des mises en scène. Et donc cette ronde, elle va commencer à s'ouvrir. Et quand la ronde s'ouvre, il y a on appelle ça des chaînes guides, des longues chaînes, des chaînes ouvertes, et il y a forcément quelqu'un devant et il y a quelqu'un derrière. Et celui qui est devant, mais il a une importance terrible. Terrible. Parce que, essayez de... faites ça, vous aurez le cas dans un festival, il y a une chaîne ouverte comme ça, vous arrivez sur la place, vous voyez, hop, vous regardez ça, pouf, vous allez voir que très vite, très très vite,
votre regard va se porter sur la personne qui est en tête, quelle qu'elle soit. Donc celui qui est en tête, normalement, autrefois d'ailleurs, c'était pas par hasard. Ça veut dire celui qui était en tête, c'était soit dans Rose Cornwell, un chanteur, sans Rose Cornwell, quelqu'un dont il savait qu'il n'avait rien à apprendre avec ses copains au niveau de la danse. C'était un excellent danseur. Et la place qu'on lui octroyait ou qu'il s'octroyait, c'était pas une place de hasard. C'était une place qui, finalement, il avait gagné petit à petit, qu'il méritait et tout. Mais ça change tout. Ça veut dire qu'il y a un meneur. Et du coup, le meneur, il a une super latitude au niveau de la danse. Il va pouvoir aller un petit peu où il veut, il va pouvoir aller très vite, il va pouvoir faire ralentir la chaîne. Ça devient, entre guillemets, un peu le chef, là. Il a une grande latitude d'action. Et donc, la chaîne, on n'en sait rien, mais on peut imaginer qu'au début, quand ça a commencé à s'ouvrir, que même en chaîne verte, ils ont continué à faire ça pendant un petit moment. Puis au bout d'un moment, on a fait, comme on appelle ça, la queue du renard. Et c'est pour ça que, bien souvent, dans les chaînes ouvertes, quand elles étaient longues notamment, et pas que en pipeurette, mais principalement, quand le meneur allait vite, et bien par galanterie, on ne laissait jamais une femme à l'arrière de la chaîne, mais un homme. Et c'est simplement, alors c'est pas une tradition de dire, alors il y a des gens qui disent, ou qui savent pas, il faut mettre l'homme. Bah oui, mais pourquoi il faut mettre l'homme à la fin? Il peut très bien, il a le droit d'avoir comme les autres sa carrière. Non, non, il se met pour protéger, parce que quand l'homme qui est devant va aller très vite, à la fin, ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la queue du renard. Voilà, c'est très imagé. Et donc, il va protéger la femme à la fin, lui en prenant la dernière place. Et puis, ces chaînes qu'on appelle des chaînes hires, des chaînes longues, petit à petit, au cours du temps, elles vont se raccourcir. Ça veut dire que plus il y a de chaînes courtes, plus il y a de meneurs. Et on arrive aussi, dans l'époque, au tout début du siècle, mais surtout pendant l'entre-deux-guerres après, début du siècle, c'est le tout premier cerf celtique. Le premier, qui a été créé par un chapelier de Banalec qui s'appelait M. Boutier, 1902, qui fait le premier cerf celtique pour Bretagne. Puis, 2 ans après, 1904, il y a les fins danseurs de l'Avenne, M. Célin. Et puis, dans les années 20, ça va être à Paris qu'il va y avoir des cerfs celtiques qui vont se créer. Puis après, pendant l'entre-deux-guerres, il y en a plein, et à Paris, et en Bretagne. Donc, ce sont des gens qui commencent à faire du spectacle. Et là, tout change. On n'est plus dans la société traditionnelle où les gens dansent entre eux et qui font surtout pas ça pour se montrer. Et après, si on a des beaux costumes, il y a beaucoup de gens de la ville dans ces premiers cerfs celtiques. Il n'y a pas beaucoup de paysans. Il y a des gens qui sont un petit peu bourgeois, qui ont eu des costumes de famille et tout, qui apprennent à danser, tant bien que mal, voilà. Et ces gens-là forment les cerfs celtiques et ont envie de se montrer. Il y a des concours de danse. Il y a des concours de danse en Pays d'Avenne, déjà pendant l'entre-deux-guerres. C'est connu. Soit de sonneurs, soit de danseurs. Et donc, devant, petit à petit, les chaînes longues vont devenir des chaînes courtes, avec 6, 8, des coupes. Et ça va continuer à se raccourcir dans la première moitié du XXe siècle, pendant l'entre-deux-guerres notamment, pour arriver ici et là, et même là, on pourrait dire, toute la partie ouest, de l'Asie, du Boudin, comme ça, du Cap, pour avoir des gens qui dansent en cortège de couple, d'abadage, de parler, les uns derrière les autres, comme ça. Il y a plusieurs. Donc, de la ronde fermée, une et indivisible, je dirais, on arrive à avoir plus que 2 personnes qui dansent ensemble. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas un plaisir, une écoute, un partage, ne serait-ce qu'à une certaine manière, mais malgré tout, on n'est plus du tout dans la même solidarité rurale d'autrefois. Alors, il y a de temps en temps, c'est le cas du Pli-Pourlet, un cérémonial qui est particulier, parce que là, on va danser en rond, puis hop, ça s'ouvre. Et puis le meneur, ou les petites chaînes courtes vont voyager sur l'air dedans, puis à un moment donné, on va quand même reformer la ronde. On appelle ça la chaîne mixte, parce qu'elle fait la part belle, un coup à la ronde fermée, un coup à la chaîne ouverte. Mais voilà. Et puis, alors il y a d'autres endroits, comme le Pirousie, qui ont gardé la chaîne, où il n'y a pas eu de cortège de couple. Mais en dessous, déjà en Pays de Glazic, dans la Pays du Boudin surtout, en Pays de la Reine. Alors, Pays de la Reine, c'est quoi le Pays de la Reine? C'est un territoire qui est très bien, comment dirais-je, qui a une apparence naturelle due aux éléments naturels que sont la mer, l'océan, sur tout un côté, l'embouchure le Dais et le Dais après,
la rivière de Quimper ici, à savoir la Laïta et puis l'Élé après, ça veut dire que ce territoire, il se définit très bien de manière naturelle et géographique au départ. Mais par contre, après, voilà, c'est un travail qu'a mené donc l'ethnographe René Creston dans les années 50-60, un petit peu avant, et qui a défini qu'il y avait des pays d'Avenne. Et moi, je me suis toujours demandé, depuis, et je me le demande encore aujourd'hui, est-ce que c'est le pays tel qu'on l'appelle, l'Avenne, hein, la rivière qui est très longue, qui coule entre autres à Pont-Aven, est-ce que c'est un territoire qui s'est subdivisé petit à petit pour en donner des plus petits, ou est-ce que ces petits territoires, ils existaient déjà avant, et que finalement, même si ce n'est pas quelqu'un qui l'a défini de cette manière-là, est-ce que ce n'est pas un territoire qui finalement a formé un grand puzzle? Les pièces, elles existaient, et puis on a dit, bah, maintenant il y aura un grand territoire qu'on appelle l'Avenne. Ça, c'est des choses qui sont tellement anciennes qu'on ne saura jamais. Si c'est on part du grand pour aller vers le petit, ou on part des petits pour aller vers le plus grand. Parce qu'il y avait déjà des éléments de tout ordre vestimentaire, linguistique, surtout, et puis au niveau de la danse, avec des choses très différentes. La gavotte qui est dansée là, elle est très différente de celle qui est faite ici. Ici, on arrive sur des zones moellons, le Pouldu, où on a des mélanges de costumes du pays Vantais, à Cloire-Carmel notamment, du pays Vantais et de la Veine. Alors on est où? On n'est plus en pays Vantais, mais on est complètement dans la Veine, on ne sait plus trop où on est. Donc c'est un grand territoire. Et dans ce grand territoire, depuis que les chaînes ouvertes se sont raccourcies, on a dansé à 4. Et ce qui est étonnant, c'est que la danse, c'est quasiment sûr, elle a été plus sautillante, plus rebondissante autrefois, plus la Veine qu'actuellement. Mais quand l'archétype, on pourrait dire ça, du pas de la Veine avec le passe-drain, s'est mis en place, on a vu que c'était une gavotte qui s'est ralentie en tempo, puis qui est très lente, assez élégante, mais très lente surtout. Et la cavalière est restée pourtant à la fin. Et ça vient de la chaîne qui était plus longue avant. Ça veut dire qu'on a laissé l'homme devant, l'homme à la fin, et les deux femmes sont au milieu. Mais on pourrait dire, à la vitesse où ça va maintenant, il n'y a pas de risque que la dernière cavalière ait trop de bobos. Donc on aurait pu dire, et nous on fait ça en pays Vantais dans les Malakas, il y a un cavalier, une cavalière, un cavalier, une cavalière. C'est l'ordre normal de s'installer dans la danse. Et bien non, dans le pays de la Veine, on a gardé cette forme, on a gardé l'homme à la fin, même si la gavotte ne permet plus forcément par rapport à sa non-vitesse d'exécution, mais c'est resté comme ça. Alors, je vais parler un tout petit peu de la musique, parce que ça donne un peu la différence aussi, après on viendra juste après la haute cornouaille, la grande différence entre la basse et la haute cornouaille. En basse cornouaille, la danse, notamment dans ces, pas forcément la gavotte donc, qui est un pas de gavotte, on paye du trilogie, voilà, on fait un petit tourné de pied qu'on ne faisait pas forcément auparavant. C'était juste une broderie qui est devenue un élément important, essentiel maintenant. Mais mis à part ça, c'est le pas, en 8 ans, ça fait partie de notre famille de gavotte. Mais on n'est pas de même pour la musique. Ça veut dire que la musique, ici il y a peu de chanteurs, j'entends pour la danse. Il n'y a pas beaucoup de chansons, il y en a quelques-unes, mais très peu. Par contre, on chantait quand même dans le reste de la vie, en Bretagne, mais pour accompagner la danse, très peu. Par contre, c'est une mine d'or de sonneurs de coupe. Ça veut dire la période de 1880 à 1914, juste avant la guerre, qui est considérée comme l'âge d'or des sonneurs de coupe. Et bien on s'aperçoit qu'en pays bigoudin, il y en a partout, il y en a plein. Et c'est eux qui accompagnent la danse, quasiment pas le chant. Et ici, donc, on pourrait dire, les sonneurs, ils sonnent quoi alors? La gavotte comme partout? Ah ben non. Ils ont été très, comment dirais-je, très influencés, pas tous mais certains, par des airs qui ne sont pas du tout des airs bretons, qui sont des airs qu'on trouve notamment à Paris, dans les grandes villes, ou même en France. Et en fait, ils ont eu la capacité, et on est un peu comme ça en Bretagne, on a souvent la capacité d'aller chercher autre part, mais de faire sien des éléments qu'on va trouver ailleurs. Et donc, des marches de cavalerie, des marches militaires. Maintenant, on entend sonner ça, on dit, ah bah oui, ça c'est breton, évidemment. Je vais vous donner un cas précis qui est assez amusant, et j'ai promis, donc je le ferai, quand je promets, en général, je promets, de faire ça. Viviane sera content, peut-être bien l'an prochain, de chanter, en français, vous allez voir pourquoi, là pas en breton, de chanter une gavotte bigoudaine, dont beaucoup de gens
tous les sonneurs maintenant, quoique certains, pensent que c'est une gavotte qui vient de la nuit des temps et qui est bigoudaine. Et en fait, c'est une gaillarde, une paillarde, quelquefois, je ne vais pas trop loin de la chanson, qui se chantait à la fin du 19e dans les cabarets, dans les grandes villes, et qui s'appelle « À l'auberge de l'écu ». Maintenant, on entend les sonneurs du Lombard qui font, quand ils s'accompagnent, cette danse-là. Ça fait tout à fait une très jolie gavotte bigoudaine. Sauf que ces terres-là, c'est à l'auberge de l'écu, on apprend à jouer de l'épinette, à l'auberge de l'écu, on apprend à jouer du troum-la-la, troum-la-la, troum-la, troum-la, troum-la-la, 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 troum-la, troum-la, troum-la-la. Une jeune femme est descendue, elle a mis sur sa boutique, blablabla. Voilà, il y a plein de couplets en plus, et il y a plein d'airs comme ça. Donc, tam tam palalam, tam tam palalam, tam 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 palalam, et bien c'est tati titi tati 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 tito qui joue au clairon dans certaines casernes. Et ça, ce sont des exemples, il y en a d'autres. Donc, on a pris des airs, mais les sonneurs ont su et le faire très très bien, parfaitement, prendre des airs ailleurs et les bretoniser pour que ça en vienne des airs ou périne, dans la veine, c'est pareil. Ça veut dire qu'on a été chercher du répertoire de part, mais au lieu de le jouer tel quel, on l'a adapté au jeu des sonneurs de coupe, qui est une musique brillante, c'est comme ça qu'on l'a défini en basse cornouaille, avec des notes très aiguës, on appelle ça des octaves, avec plein de croches à la suite, beaucoup de coupes langues quand on joue. Enfin, c'est une stylistique qu'on trouve là, surtout, voilà, très particulière. Et alors, je vais vous faire écouter un petit morceau. Et la particularité des gavottes en basse cornouaille, c'est que au lieu d'avoir une même mélodie, un même air qu'on va répéter tant que la danse va durer, et bien, au contraire, ce sont, on appelle ça des thèmes musicaux qui changent et qu'on va coller les uns à côté des autres. Alors, je vous fais juste écouter un petit extrait. Alors, ça, c'est un premier thème qui commence. Ça, c'est la réponse, deuxième partie du thème, si on veut. Vous voyez, ça monte, ce qu'on appelle le cap, de façon très aiguë. Et là, on va prendre déjà un deuxième thème. Voilà, c'est plus la mélodie du départ. Réponse du nous. Encore un autre. Et encore un autre thème. Voilà, et sur, de toute façon, en Aveyne, moins en pays classique, mais en pays bulgare, en Aveyne, c'est tout le temps comme ça, ce sont des suites musicales avec des thèmes collés les uns aux autres. Voilà ce qui est un peu le reflet de la danse en basse cornouaille, donc une danse qui, on pourrait dire que c'est individualisée au cours du temps. Il n'en est pas de même sur la haute cornouaille, donc je disais, Grand Picourin. Je mets de côté là volontairement la danse fine, parce que même si c'est en cornouaille, on ne danse pas de la gavotte, c'est une danse en 4 temps. Donc le pied-ficelle, ici, là, jusqu'à la limite, mais c'est un peu différent. J'enlèverais presque la danse du côté de Plébin, l'Orlédère, le club Plébin, même si on danse en rond. Et donc, dans ces hautes cornouailles, on a une danse où on peut dire que même si on fait sauce de temps en temps, ça serpente avec un mineur, on pourrait presque dire que, encore aujourd'hui, la ronde fermée est présente et prégnante. Encore aujourd'hui, si on dit comment on danse en Cresbèze, dans les montagnes, on va répondre en ronde fermée. On ne va pas dire en chaîne, même si certains le font. Donc, pensez bien que c'est plus du tout la même manière de s'exprimer. Alors, selon qu'on se trouve là, d'ailleurs c'est ce qui fait les grandes discussions de comptoir et de bistrot depuis des années, c'est pas fini, de savoir, ah ouais, mais ça c'est le cas de tel pays, de tel, alors, il y a des choses générales, ça veut dire que la danse, elle est tout le temps 8 ans, tout le temps, jamais en 7,5, en 8 ans, toujours en 8 ans. À 90% des cas, dans 90% des cas, on commence du gauche.
et on finit sur le temps 7 prolongé du 8 par le pied. Quand la chaîne est ouverte, la progression devient plus horizontale, et dès que la ronde est fermée, la progression, enfin l'élévation, la suspension donc, devient verticale. Et du coup, ça fait qu'on ne pose pas plus du tout les pieds pareils. Ça c'est plus technique, mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Juste une petite chose, et après je parlerai un petit peu de l'ouvrage de Jean-Michel Pitcher, puis je laisserai répondre. Alors, oui, par rapport à la musique, alors là je vous ai fait écouter de la veine, ben, on va faire l'inverse. Je vous laisse écouter un petit peu avant, et après j'explique. On va faire l'inverse de ce qu'on vient d'entendre tout de suite. Alors. Ce sont deux femmes, hein, parce que le droit de la femme, ça existe, il faut vraiment le respecter. Donc, pour accompagner la danse, en haut cornouaille, c'est l'inverse de la basse cornouaille. Basse cornouaille, il y a beaucoup de sonneurs, pas beaucoup de chanteurs. En haut cornouaille, c'est quasiment que des chanteurs et très peu de sonneurs. Maintenant, il y en a beaucoup avec les jeunes qui jouent la gamme. Je repense à Louis Repasse, hein, dans l'entre-guerre, il y a presque plus de sonneurs du coup. Par contre, il y a des chanteurs qu'on appelle en corne à 10 cornes. Le corne à 10 cornes, c'est le chant et le rechant. La question et la réponse. On peut dire beaucoup de locutions pour traduire un peu ce que c'est. Donc, les hommes ont fait ça beaucoup, mais il y en a eu un peu moins, mais il y a eu des chanteuses et des grandes chanteuses. Les plus connues étant les sœurs Guadec, voilà. Mais il n'y a pas que les sœurs Guadec ou les frères Bonbon en Bretagne, il y a beaucoup d'autres chanteurs. Qu'on se le dit. Et là, ce sont des chanteuses, des jeunes, parce qu'elles ont 60 ans, donc des jeunes, qui s'appellent Brigitte Lecor et Marie-Laurence Fustet, qui chantent très très bien. Et on va les écouter, et on va voir comment elles s'y prennent. Je vous laisse écouter. Alors, vous avez pu entendre et écouter qu'il y a un cérémonial particulier. Ça veut dire qu'elle commence simplement en faisant des onomatopées. Tra-la-la-la-la-la-lo. Et on appelle ça en breton le class-com dance. Ça veut dire qu'en général, on chante avec son compère attitré, quelqu'un qu'on connaît bien. Ça arrive dans les noces notamment. Ils ont tellement d'occasions de chanter, de temps à autre, ils chantent avec un compère avec qui ils ont l'habitude de moins chanter. Donc du coup, il va falloir s'accorder, il va falloir chauffer les voix, il va falloir s'accorder sur quelle hauteur on va chanter, plus haut, plus bas, tout ça. Et puis il va falloir aussi, en même temps qu'on fait tralala, on se dit, parce qu'ils ont tellement de chansons dans le répertoire, qu'est-ce qu'on va chanter, laquelle il connaît, l'autre, voilà. Alors, ça commence par du tralala lentement. On a entendu tralala, la 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 la. L'autre reprend la même chose. Puis à la fin, il y a une petite variante. Donc, on chante, le premier chante 8 ans, le deuxième répond 8 ans, le premier reprend 8 ans et le deuxième. Et ça porte plusieurs noms. La première partie de la gavotte, on appelle ça soit
le ton ber, ça veut dire l'air court, ou alors le ton kenta, la première danse, le premier air, ou alors le ton simple, mais ça c'est une appellation qui convient plus aux structures, donc par rapport aux musiciens. Après, il y a un moment de repos, j'en parlerai après, et dans la deuxième partie, on fait d'abord 8 temps, le disque en reprend 8, et après le premier, quand il reprend, au lieu de reprendre 8, il reprend 16 temps. Donc là, on appelle ça le ton hir, ou le ton divesa, parce qu'on a eu le premier avant, il y a le dernier après, où on dit le ton double, pour faire la différence par rapport au ton simple. Et donc, il y a eu un tralala lent, après, elles commencent à raconter leur histoire, ça veut dire on se met d'accord sur le texte et tout, et puis après, elles reprennent le tralala, mais au lieu de le reprendre lent comme au départ, pour caler les voix, ça y est, elles donnent la rythmique. Tralala, tralala, voilà. Et après, elles vont remettre les paroles, mais cette fois de manière vive. Ça veut dire qu'entre le début et le moment où les paroles sont lancées à l'allure à laquelle on va pratiquer la galope, c'est beaucoup de temps. Autrefois, c'est 10 minutes. Maintenant, on est toujours pressé, donc quand il y a des chanteurs sur scène, ah ben, on voudrait déjà qu'ils commencent. Et ce cérémonial, pour eux, il est important, parce que, ne serait-ce que pour chauffer leur voix, et se mettre en condition, c'est très difficile. Tiens, tu veux pas chanter quelque chose? Tralala, non, c'est compliqué de faire ça. Donc il y a tout un cérémonial pour chercher, se mettre d'accord sur la mélodie, les paroles qu'on va effectuer, et puis aussi se mettre simplement en condition pour mieux proposer la galope aux danseurs. Donc cette manière de faire, à quelques petites différences près, elle est commune donc ici à toute la Haute-Cornouaille. Tous les chanteurs, chanteuses font comme ça. Alors, le tri-roirie dont j'ai parlé tout à l'heure dans le recueil de Toineau Arbeau, eh ben, il prend tout son sens. Tri-roirie, 3 moments, 3 éléments, 3 jeux. Première partie de la galope, ce qu'on appelle communément le temps de crise, maintenant la partie du milieu, mais qu'on dénommait le temps de squeeze. Squeeze, c'est fatigué, je suis fatigué, squeeze-on, ou se défatiguer. Donc, si on se défatigue, c'est qu'on se repose, hein, ça veut dire un peu la même chose. Et puis, il y a une danse informelle qui, de temps en temps, devient une danse. J'explique ça, c'est simplement des petits conseils. C'est une danse que tout le monde même fait pareil maintenant, en croisant bien les pieds, en levant les bras, qui se fait absolument pas comme ça, mais absolument pas. Ça veut dire on se tient toujours, souvent c'est quand même par le bisbille, le petit doigt, et puis on marche, mais on s'en fout si on n'est pas en cadence, on n'a pas besoin de bouger les bras, c'est fait pour se reposer, pour si on a envie de converser avec son voisin, enfin, c'est pas une danse la partie du milieu, quoi. Par contre, juste après, on s'est reposé un peu, et hop, on entame le ton hir, qui va durer longtemps, très longtemps autrefois. Hein. C'est une gavotte, quand c'est une demi-heure, c'est normal autrefois. Hein. Faites une gavotte, une suite gavotte d'une demi-heure, les gens disent quand est-ce qu'ils arrêtent? Voilà, parce que. Alors, et puis j'arriverai à la fin de mon propos. Qu'est-ce qu'on danse en Haute-Cornouailles? Là, je vous ai parlé de la musique, mais les balles. Et ça, peut-être qu'il en parlera. Il y a Marc Rivet qui vient en conférence, je crois que c'est jeudi après-midi, qui parlera de la Haute-Bretagne, mais il pourrait en parler aussi. Les balles à 2, balles à 4, balles à 8 qui sont faits ici, c'est des éléments de contredanse de la fin du 19e dans les salons parisiens. Ça veut dire que ce ne sont pas, au départ, des danses bretonnes. Les agencements qu'on trouve dans les Javadaos, qui ne sont pas les mêmes, d'ailleurs c'est un truc à se perdre, ça, dans la veine, et encore il y en a des différents, Pays Bigoudin, Roussy, Glazy, mettez tout cela un jour à faire, ils vont, de toute façon, au bout de 5 minutes, ils s'engueulent, de toute façon, non, c'est comme ça qu'on fait, les Javadaos et les vannes sont très différents. Dans la montagne, le temps de squeeze, tout le monde fait à peu près pareil, on marque, on s'arrête, puis on marque la pulsation, il n'y a rien de défini. Donc, là, on fait de la gavotte, mais il y a quelques autres danses qui se pratiquent. Une danse qui s'appelle Podoufer, qui a un pas de gavotte, on garde les pas de gavotte, mais à un moment donné, on fait, les chanteurs le disent, tournez en arrière, on danse dans l'autre sens, puis à un moment on se retourne comme ça, puis on fait ça, il faut pas avoir le mal de mer, ou le mal de terre plutôt. Voilà, donc c'est une danse récréative, c'est une danse jeu, qui se fait que de temps à autre. On fait une autre danse, alors là qui est importante, le pashpi. Pashpi, c'est le mot breton du passe-pied. On a parlé tout à l'heure du passe-pied breton. Mais ça ressemble absolument pas. Moi j'ai galéré d'ailleurs, fait un stage de danse avec Naï Gravière, la fille de Jean-Michel Wilcher un jour, où on nous a fait travailler certains passe-pieds de Louis XIV, Louis XV. Ce sont des danses très compliquées, très compliquées. Nos passe-pieds sont plus faciles à aborder. Alors en plus, il n'y a pas qu'un pashpi, il y en a plein, ça c'est bien dommage. Qu'en Bretagne, il va être 30 ans de... Enfin, on en a fait de temps en temps, moi et mon ancien collègue dans les stages.
il y a beaucoup, enfin, il y a une petite dizaine de formes de page-pli, outre que le page-pli que tout le monde fait. Donc, je dis que c'est important parce que quand on commence à perdre les variantes d'une danse, un beau jour on perd aussi la danse. Donc, c'est pas parce qu'on la fait pas souvent de cette manière-là qu'il faut pas essayer de la pratiquer, même en faisceau, puisque la ronde elle est quand même fermée, ça gêne personne. Donc, c'est important de le savoir. Et puis, j'ai pas dû en oublier. Alors, il y a cette fameuse danse que vous nous avez volée, vous les Cornouaillais, oui, qui s'appelle ici le Scubel. Alors, c'est étonnant parce que Scubel, c'est un ballet. Et puis on ne sait pas trop pourquoi elle s'est appelée comme ça, sauf que cette danse qu'on fait comme ça, si on a un peu l'esprit, on pourrait dire que, parce que je ne vois pas trop d'explication pourquoi on l'a appelée Scubel. Sauf qu'au départ, au tout début du XXe siècle, c'est une danse qui commence à apparaître sur le littoral du golfe de Morbihan qui s'appelle Gymnastka. Donc cette danse-là, au fur et à mesure du XXe siècle, elle est remontée comme ça vers la Haute-Cornouaille, la Basse-Cornouaille, pardon, et de temps en temps, elle a même été incorporée à la suite de la veine. Roland Perron et Anne-Marie Colmer chantaient du Gymnastka très souvent, alors que au départ, c'est comme ça, il y a d'autres danses qui ont bougé en Bretagne. Hein. Et puis la dernière danse, Petrazo. C'est une danse qui s'appelle, en français, la danse du loup, la danse à blé. Parce qu'à la fin, au milieu du 19e, il y a beaucoup de loups en Bretagne. Et comment les paysans, surtout pour se rassurer, parce qu'ils font ça souvent individuellement, devant chez eux, ou sur la grande pierre de la cheminée, pour faire du bruit, parce que ça résonne dans le conduit. Puis à la tombée de la nuit, les animaux sont plus à l'écoute de tout ce qui se passe. Et quand le jour est tombé. Et donc, ils font ça. Alors, moi, j'appelle même pas ça une danse, c'est une coutume presque, mais ils avaient appris à faire ça, ils savaient bien bouger les pieds. Et c'est à peu près la zone, c'est plus facile peut-être à voir ici, c'est à peu près, donc, voilà, là-dessus, c'est-à-dire la zone qui correspond comme un discom qui accompagne justement la gavotte en chant. C'est à peu près dans tout ce périmètre. Les gens qui ont été collectés, ça va de Plouvard plus loin que là, parce que ça va, c'est en dessous là, jusqu'à Corray, on a trouvé des gens qui dansaient. Et dans l'autre sens, de Comana, plus loin que Spézet. Et on a trouvé des gens qui font des, comme je l'ai fait d'ailleurs, sans réfléchir, introduction ou conclusion, on fait d'autres pas, peu importe, mais il y a un pas qui revient, c'est celui-ci. Pam. Si je le fais vite, ça fait ce qu'on appelle des roulements de tambour. Et il y avait des gens, ils disaient ça en breton, qui appelaient ça les tambours du pied autrefois. Alors certains disent danse à blé, d'autres dansent en ours ou dansent en oursic. Finalement, parce que les renards qui venaient bouffer les poules dans les poulaillers la nuit, il fallait aussi les faire fuir. Puis les paysans qui faisaient ça, si le loup était parti 5-6 lieues plus loin dans les autres fermes, parce que le but c'était l'éloigner de chez eux, parce que les loups, c'est comme ils font maintenant dans les montagnes, mais c'est la vie naturelle voilà, de l'homme et du chien et du loup. Ils faisaient un petit peu de dégâts, mais en fin de compte, voilà. Donc ça c'est une danse qui se faisait uniquement en Centre-Bretagne, uniquement.